Alors, comme je l'ai dit, du coup, on a deux cours à faire en un. Donc, on va essayer de voir ça. Mais comme je sais que là, du coup, vous avez beaucoup de choses à faire, on va essayer d'abréger une certaine partie. Je vous filerai un QR code pour que vous puissiez directement aller récupérer quelques infos que je vous inviterai à lire, même si je sais que c'est un peu long. Mais au moins, vous saurez du coup comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, nous, tout à l'heure, on en était du coup à cette première phase de prototypage, à savoir le zoning, d'accord, qui est simplement le fait de déterminer les degrés d'importance des différentes pages que l'on va réaliser, bon, notamment nos pages d'unité de sens, à savoir page d'accueil, catégorie produit et contact. D'accord, c'est les quatre pages principales que l'on doit faire, et c'est de ça en fait tout le reste va découler. Bon, la deuxième phase du prototypage, c'est ce qu'on appelle du coup le prototypage papier. En gros, on va prendre les zonings qui ont été faits, d'accord, et on va commencer à mettre à l'intérieur eh bien, les différentes parties qui vont composer ces zones. D'accord, donc aussi bien pour le menu, s'il y a un slider, s'il y a un contenu, une barre à side, un footer, on va prendre tous ces éléments-là, d'accord, et tous ces éléments, il va aussi falloir qu'on pense à voir, ou du moins à réfléchir, comment on va faire pour les interactions. Parce que lorsque vous allez faire un prototype papier, déjà comme son indique, ça se fait sur papier, on le fait un peu en dessin à main levée, alors après certains utilisent du papier millimétré, d'autres les papiers à petits carreaux, peu importe, d'accord. Mais on le fait en version papier parce que ça nous fait gagner du temps. C'est pas forcément très très propre, on est d'accord, mais ça nous fait quand même gagner du temps. Et ça nous permet de nous concentrer aussi sur l'essentiel. D'accord. L'objectif étant de dessiner nos différentes pages et de les soumettre à notre utilisateur testeur en lui demandant bien de faire certaines choses. Alors l'idée, c'est notamment de pouvoir euh, tester certaines fonctionnalités. Donc on va demander, enfin on va faire une demande au client, tiens voilà, imaginons que là vous êtes sur le site, vous souhaitez trouver un produit. Donc on laisse la personne faire, on regarde ce qu'elle fait, on lui demande de nous expliquer en même temps par où elle passe, etc. Ok. Mais on va en tout cas lui demander bien évidemment les fonctionnalités principales. On va pas lui dire tiens, montrez-nous comment est-ce que vous faites pour, je sais pas moi, pour connaître enfin pour connaître l'adresse postale, ou en tout cas le siège social du client. On s'en fout, c'est pas une fonctionnalité principale. D'accord. Donc là, c'est vraiment les fonctionnalités principales qu'on va lui faire tester. Et elle va tout simplement, avec son doigt, lui indiquer, bah tiens, voilà, je vais aller là. Donc il faudra lui montrer l'enchaînement, donc la feuille qui va derrière, hein, d'accord, l'autre page qui doit apparaître, ou potentiellement, si c'est un menu que vous avez choisi qui devra être déroulant par la suite, on va présenter le menu déroulant pour qu'elle puisse se déplacer. Il faut prévoir les interactions, d'accord. L'enchaînement logique, c'est c'est le fait de dire que là on a pris l'exemple, voilà, vous cherchez un produit, on aurait très bien pu être un petit peu plus direct, disant voilà, vous voulez acheter un produit, par exemple, donc on va de l'accueil au paiement. Vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs moyens d'y accéder. Je peux y accéder, par exemple, soit depuis la nav en haut, en allant peut-être dans la rubrique boutique ou catégorie selon ce que vous avez appelé, choisir un produit, cliquer dessus, l'ajouter à mon panier, me rendre au panier, le payer, ou bien directement depuis le produit, l'acheter directement, comme on le fait par exemple sur Amazon pour éviter d'avoir à aller au panier, ou peut-être directement depuis l'affichage des différents produits que vous proposez, pouvoir l'acheter directement depuis ce moment-là ou l'ajouter à votre panier directement depuis ce moment-là, sans rentrer dans le descriptif du produit, sur la fiche produit. Ça, c'est vous justement qui allez déterminer cet enchaînement logique. Les différentes possibilités, voilà pourquoi est-ce que vous avez aussi fait un diagramme d'activité, d'accord, pour vous y aider, sur comment est-ce que vous allez en fait présenter les choses au client. Ok. Donc la réalisation, comme on l'a dit, elle se fait sur papier et on réalise du coup différents écrans, hein, donc différentes pages euh, sur lesquelles certaines choses vont changer. Et on n'oublie pas bien évidemment de découper les différentes interactions.
que ça soit pour l'ordinateur ou pour la tablette, ou téléphone, hein, bien évidemment, hein, par extension. Mais il faut prévoir aussi toutes ces interactions possibles, d'accord, avec le client pour que on lui dise, enfin qu'il puisse, on puisse nous-mêmes déjà se rendre compte de ce qui ne va pas, selon ce que lui va nous dire. Je dis n'importe quoi, on est sur un parcours de paiement, vous lui mettez un formulaire en face de lui, vous lui demandez voilà, de saisir, donc en gros, vous lui dites voilà, qu'est-ce que vous attendez, ça et ça. Il vous donne les informations. Imaginez qu'il y ait quelque chose qu'il ait mal compris, donc vous le laissez dire ce qu'il veut dire, hein, ou en tout cas écrire selon comment vous avez fait. Imaginons qu'il vous dise quelque chose qui n'était pas ce que vous attendiez, vous lui avez demandé, je sais pas moi, l'adresse email et il vous a mis le numéro de téléphone. Bah en fait, il faut le laisser faire. C'est-à-dire que si l'utilisateur fait quelque chose, ça peut arriver déjà d'une part dans la vraie vie, mais derrière, lui, ce qu'il va vouloir, c'est cliquer sur le bouton peut-être envoyer ou s'inscrire ou je ne sais quoi. Logiquement, qu'est-ce qui devrait apparaître là? Bah, c'est un message d'erreur. Donc, il faudra lui mettre, du coup, sur l'écran un message d'erreur. Sauf que si on n'a pas prévu cette interaction, bah pour nous, ça veut dire que, tiens, on n'a pas prévu de message. Ou en tout cas, on n'a pas prévu d'élément qui dit, tiens, il y a une erreur. Donc, il faudra peut-être l'ajouter. Ça nous permet, nous aussi, de voir si on a pensé à tout sur nos écrans. D'accord? Donc ça, bien évidemment, on va le tester sur plusieurs utilisateurs. D'accord? On va le faire sur différentes interfaces. Hein. On peut le faire sur tablette, mobile, desktop, selon les feuilles que vous présentez. Et très souvent, quand on fait ce genre de test en version papier, donc le prototypage papier, il y a un facilitateur. Enfin, on l'appelle comme ça. En gros, c'est la personne qui va être à côté de l'utilisateur et qui va lui indiquer ce qu'elle doit faire. En gros, tiens, voilà, là, vous devez aller acheter un produit. Ok, maintenant vous l'avez acheté. Imaginez que vous voulez consulter l'historique de votre commande, vous voulez consulter l'état de votre produit, pas de votre produit, de votre paiement. Voilà. C'est lui qui va lui dire voilà un petit peu ce que vous souhaitez observer. Et de l'autre côté, on a un observateur, quelqu'un qui ne parle pas, qui prend juste des notes. Alors après, certains filment, ce qui en soit pas plus mal, mais bon, quand vous filmez, si jamais vous filmez, pensez quand même à prendre plusieurs axes. D'accord? Souvent une vue aérienne, essayez de prendre une vue plongeante, essayez de prendre une vue de côté. Bon, c'est le côté un petit peu technique, on va dire, mais pensez-y. Et n'oubliez pas surtout de demander l'accord. Ok? Mais sinon, le moins compliqué, bon, on peut dire ça comme ça, le moins compliqué, ouais. C'est bien d'avoir quelqu'un en fait qui est là pour observer, prendre des notes sur ce qui aura été dit et sur ce sur quoi vous aurez échangé pour pouvoir justement améliorer les choses par la suite, sans oublier évidemment et bien après d'en tirer des conclusions selon ce que le client, enfin le testeur, vous aura dit et au vu des notes que vous aurez prises par l'observateur. Donc peut-être il faudra modifier le parcours si nécessaire, modifier peut-être l'emplacement de certains éléments, parce que peut-être qu'il vous aurait dit tiens, j'aurais cru que ça aurait plutôt été là, tiens, j'aurais plutôt préféré ça ici. Peut-être modifier aussi certains textes de boutons, modifier peut-être des liens. Il y a peut-être des moments où il a appuyé quelque part en pensant que c'était un lien, et en fin de compte, vous lui avez dit non, mais ici, c'est pas un lien. Ah, ok, bon, bah, c'est dommage. Là, peut-être que ça aurait été bien, en fin de compte, d'en mettre un. Donc, il va falloir potentiellement changer toutes ces choses-là, d'accord, avec le prototypage papier. Donc, quand vous devrez le faire, choisissez bien le parcours, donc c'est-à-dire les fonctionnalités principales que vous voulez tester sur ce prototypage papier. Quand vous le faites tester, évidemment, après derrière, on prend juste une photo déjà de ce que l'utilisateur a reçu. Okay, après, pour ce qui est des modifications, on ne les refait pas forcément en version papier. Justement, on va laisser ces erreurs-là s'installer pour voir si elles sont récurrentes ou non, ou si ça dérange vraiment ou pas. Et ensuite, on fera une version propre de tout ça. C'est ce qu'on appelle du coup les wireframes. Donc on a dit prototypage, c'est zoning, prototypage papier, et la conclusion de tout ce qu'on vient de faire avant, et la version propre, définitive, c'est du coup le wireframe. Alors le wireframe ressemble à votre prototypage papier, sauf que celui-ci, on l'a fait de manière propre et très souvent sur une interface numérique.
Alors, je précise quand même une chose, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont peut-être déjà entendu le terme wireframe et d'autres qui ont peut-être entendu aussi le terme mockups. Ce sont deux choses différentes. Un wireframe, c'est une version papier, enfin, pardon, excusez-moi, je vais dire autrement. C'est la version propre, qui est numérique en effet, de ce que vous avez fait en prototypage papier. Mais un mockups, la différence, c'est que au-delà d'être lui aussi numérique, la plupart du temps, c'est qu'il est surtout interactif. Autrement dit, on pourrait directement peut-être voir un wireframe sur une tablette ou un ordi, mais il y aurait certaines zones de ce fichier qui seraient cliquables, en fait, sur lesquelles on pourrait interagir. Ça, c'est un mockups. D'accord? Vous, dans votre cahier des charges, vous n'allez pas glisser une tablette. Vous allez mettre des feuilles. Donc, ça sera que des wireframes. Donc, faites aussi attention à ça. Lorsque vous exprimez, ce ne sont pas des mock-ups, mais bien des wireframes. Donc, on a ici, sur notre wireframe, les différents éléments qui le composent. Donc, en gros, la seule petite différence que l'on va avoir, c'est que les zones, par exemple, d'image vont être barrées pour indiquer que c'est une image. Donc, très souvent, évidemment, on met au moins à quoi va servir cette zone-là, qu'est-ce qu'on va y mettre. Si on reprend, par exemple, l'interface de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Google, si on veut en faire voilà, le wireframe, bah, ça peut donner quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire de... On n'est pas encore en train de faire de design, de couleur ou ce genre de choses. On est juste en train de mettre au propre ce qu'on a fait, uniquement. La seule couleur qu'on peut éventuellement voir sur un wireframe, c'est du bleu. C'est uniquement en fait pour les liens potentiellement cliquables. D'accord? Alors parfois aussi c'est souligné, en plus d'être en bleu. Bon, ça après c'est vous qui voyez. Mais encore une fois, tout ce que vous avez prévu en termes d'interaction, les menus over, les pop-in, les messages d'erreur, d'alerte, les selects, tout ce genre de choses, toutes les interactions doivent être également prévues sur le wireframe. D'accord? Il faut qu'on puisse les voir. Alors après, dans votre cahier des charges, c'est vous qui voyez. Hein. Certains vont, vont montrer la maquette sans interaction et ensuite vont mettre, enfin pardon, pas la maquette, vont montrer le wireframe sans interaction et ensuite sur une autre page vont montrer ce même wireframe avec plusieurs interactions juste pour montrer qu'il y en a. C'est pas forcément le plus judicieux, d'accord? Moi, à la limite, ce que je vous suggérerais, c'est montrer le wireframe neutre entre guillemets dans le cahier des charges. Par contre, notez peut-être à différents endroits là où il y a des interactions justement, des numéros. Si par contre l'interaction fait la même action, ça ne sert à rien de mettre deux numéros différents. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, bah, vous faites une seconde page dans laquelle vous allez avoir toutes les interactions. Donc un peu la partie, on va dire, entre le téléphone et le wireframe là. Et bah, vous allez retrouver en fait les numéros que vous avez mis de l'autre côté. C'est-à-dire voilà, quand vous cliquez là, voilà quelle interaction il va y avoir. D'accord? Ça permet justement de montrer les différentes interactions que vous avez prévues. Et ça évite aussi, selon moi en tout cas, de surcharger le wireframe que vous allez mettre dans le cahier des charges. Parce que très souvent, le wireframe, il n'est pas vraiment bien proportionnel par rapport au A4. Donc ça peut être un petit peu compliqué des fois de bien voir ce qui a été fait. Okay, et pour éviter eh bien tout problème de texte en plus ou je ne sais quoi, moi je vous aurais suggéré, voilà, si vous pouvez peut-être les séparer. Si après vous vous rendez compte que tout rentre dans une seule et même page et que c'est lisible, bon bah rien ne vous empêche de faire tout ça sur une page. Hein. Après ça c'est vous qui êtes libre de le faire. Ça là-dessus il n'y a aucun problème. Bon, tout ce qui est zoning, comme on a vu, c'est juste des rectangles carrés, enfin des rectangles avec des nuances de gris. Donc ça on peut le faire avec n'importe quel soft. Pour ce qui est du prototypage, bon bah il y a besoin de rien d'autre que stylo papier. Hein. Pour ce qui est du wireframe, bah, vous pouvez choisir soit d'utiliser des outils en ligne, soit d'utiliser des softs. D'accord? Alors beaucoup sont payants. Ok. Là par exemple, vous voyez en ligne, on a du Mockups, on a du Mockflow et du UXPin. Ce sont trois sites qui peuvent vous aider à faire du wireframing en ligne. D'accord? Certains sont totalement payants, d'autres sont en freemium selon certaines conditions. D'accord? Et en version logicielle, vous avez du coup la ligne du dessous, Axure, qui lui est payant, hein, c'est un des plus gros logiciels. Pencil,
Evolution Project, hein, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le nom il est assez long. Je crois que c'est Pencil Evolution Project. Et le dernier, Balsamic Mockups, qui lui par contre est gratuit. Alors si, c'est faux. Il y a maintenant une version payante qui sert à rien selon moi, mais la version gratuite est largement suffisante et vous permet bien de faire vos wireframes sans problème. Est-ce que jusqu'à là il y a des questions? J'essaie d'aller un peu vite, hein, c'est juste pour vous permettre d'avoir du temps par la suite. Donc pas spécialement. Alors, quand vous allez vous occuper de vos wireframes, oui Anthony. Anthony est parti. Monsieur, est-ce qu'on peut utiliser Illustrator, par exemple, pour faire du wireframe? C'est pas fait pour. Tu pourrais le faire, mais tu vas plus galérer qu'autre chose. Parce que tu vas devoir t'amuser à redessiner des choses que tu as déjà faites. Et même si tu utilises des formes, ça ne sera pas forcément l'élément le plus pratique, dans le sens où tu vas devoir t'amuser à refaire des choses que tu as fait sur différentes pages. Alors que l'avantage avec certains outils comme par exemple l'Axure ou ce genre de choses, c'est qu'en fait tu peux faire des modèles. D'ailleurs, tu vois, il y a aussi un autre logiciel dont on n'a pas parlé nous, quand on a fait la semaine d'Adobe, qui s'appelle Adobe XD, qui justement, lui, alors, il n'est pas là pour faire du wireframing, d'accord, c'est pas ça du tout. Par contre, il fera plus du mock-up que du wireframing. Par contre, lui, il fait du mock-up, mais il fera du mock-up sur des maquettes, ce qui est l'étape de l'UI, pas de l'UX. D'accord? Donc, en soi, ça peut te permettre de gagner, d'être peut-être un peu plus à l'aise parce que tu maîtrises mieux l'outil, d'accord? Mais c'est pas forcément le plus pratique à la longue pour gagner du temps et optimiser ton travail. Ça peut être un peu compliqué. Mais en soi, tu pourrais le faire avec tout et n'importe quoi. Bon, c'est comme tout, il y a des logiciels faits pour. Tout comme nous, quand on a parlé de la suite Adobe, bon, bah, chaque logiciel a son utilité. Il y a des choses qu'on pourra faire là, qu'on ne pourra pas faire de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a différents softs. Donc nous, pour nos wireframes, il y a quand même certaines choses à prendre en compte, notamment en ce qui concerne l'ergonomie. Alors si on doit donner une définition de l'ergonomie, en tout cas officielle, hein, j'ai envie de dire comme ça, c'est l'étude des relations entre l'homme et la machine. L'ergonomie, c'est ça. Et une ergonomie est basée sur ce qu'on appelle des critères heuristiques qui ont été déterminés en 93 ou 14, je pense que c'était 93, hein, j'ai un doute, mais qui ont été déterminés en 93 par Bastien et Scapin, qui sont deux personnes reconnues dans le domaine de l'UX, d'accord, et qui ont dressé une douzaine de critères qui sont assez longs, d'accord, à voir, mais qui sont nécessaires pour faire une bonne interface. C'est pas en soi très compliqué, ce qui demande surtout du temps, c'est de les comprendre de manière générale. D'accord? C'est vraiment ça qui peut être un peu long, mais une fois qu'on a compris le principe, même s'il est bon quand même de se remettre un peu de temps en temps, histoire de voir s'il y a eu des choses changées, d'accord? Même s'il y a beaucoup de normes qui existent, d'accord? On va pas tout voir, mais les critères heuristiques qui sont la base en fait de l'UX, qui ont été dressés par Bastien et Scapin, donc une douzaine de critères, et bien expliquent un petit peu comment est-ce qu'on doit concevoir une interface, selon quoi, à quoi on doit penser. Quelques règles aussi, ne serait-ce que par exemple pour des boutons. Tiens, quand on est sur mobile, ou en tout cas une version d'écran plus petit, il ne faut pas qu'on soit en dessous de 42 pixels carrés sur une zone cliquable. Autrement dit, bah, si je dois faire cliquer quelqu'un sur un téléphone, il faut que je m'assure que la zone fasse minimum 42 pixels de haut et minimum 42 pixels de large. Parce qu'il y a eu plein de calculs qui ont été faits pour prouver que voilà, par rapport à la zone tactile du doigt ou du pouce, très souvent, ou même de l'index qui est utilisé, bah, il faut que ça soit une surface minimum de temps. Alors comme ces critères sont assez longs, comme je vous ai dit, et je vais vous laisser un peu de temps aussi pour pouvoir avancer au maximum sur toutes ces parties, puisque je sais que vous êtes très loin d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, et qu'on a encore un deuxième cours à faire, je vous invite surtout à scanner ce QR code pour récupérer du coup l'URL.
ce qui vous permettra eh bien, de voir cette fameuse liste de critères heuristiques de Bastien et Scapin. Il y en a une douzaine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et de pouvoir quand même en prendre un minimum connaissance dans l'ensemble. Il me semble, hein, je préfère pas dire bêtises, c'est pour ça que je préfère diriger vers la doc plus que sur une vidéo, mais il me semble avoir vu il y a quelque temps une petite vidéo qui résumait les 12 points des critères heuristiques sur YouTube. Là, par contre, je ne saurais pas du tout vous redire le titre. C'est vraiment en passant comme ça que j'ai vu le truc. Je fais, ah, tiens, ça peut être intéressant. J'ai vite fait passer, je fais, ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas été plus loin. Mais il me semble que vous devriez peut-être les voir, mais je vous invite en tout cas fortement à y jeter un œil. Ça évitera j'ai envie de dire, des idioties assez grandes, parfois. Et surtout, je vous conseille notamment de le faire parce que je sais que quand on est plus basé sur l'aspect technique que graphique, on s'en fout assez vite de la façon dont les choses sont faites. On veut du fonctionnel et très souvent, malheureusement, le fonctionnel n'est pas forcément le mieux. Enfin, la disposition qu'on a fait du fonctionnel n'est pas forcément la meilleure en rapport avec l'utilisation qui va en être faite. Ok. Donc, en soi, on a fini la partie UX. Je vais la finir aujourd'hui pour qu'on puisse essayer d'aborder au plus tard demain l'UI. D'accord? Donc, je vous laisse avancer sur tout ce que vous avez besoin. Est-ce que déjà, il y a des questions sur la partie prototypage, qui était la dernière de l'UX? Non, c'est bon pour moi. Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse retourner à vos groupes. N'hésitez pas à mentionner s'il y a besoin. Et du coup, à partir de demain, parce que là, je sais que vous allez avoir pas mal de choses à faire. À partir de demain, du coup, on reprendra, mais cette fois-ci sur la partie UI. Ok, mais juste les étapes, du coup, parce que... Les étapes, c'est-à-dire? Enfin, les étapes, je veux dire, d'abord, c'est... parce que c'est pas sur le papier direct. D'abord, il y a le zoning, tu veux entre dire? le zoning, ensuite le wireframe. Après, le prototype papier. Le prototypage et le wireframe. Okay. C'est ça. D'abord, c'est le zoning. Et ensuite, tu as le prototypage papier. Ok. D'accord. Et après le prototypage papier, tu as du coup le wireframe. D'accord, ok. Et les maquettes graphiques, ça viendra après. Et voilà. Et les maquettes graphiques, c'est la prochaine étape, justement, la partie UI. Ah, d'accord, ok. C'est bon pour vous? Yes. Ouais, ok. Bon, donc je vous laisse du coup repartir dans vos groupes. N'hésitez pas à me mentionner s'il y a besoin. Et je viens du coup dès que je peux. Ok, merci. À tout de suite.